Je suis particulièrement heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. Heureuse parce que la personne que j'ai à côté de moi n'aime pas forcément parler d'elle. Elle est réservée, discrète, elle préfère agir plutôt que se raconter. Et pourtant, son parcours m'a profondément marquée. Il m'a inspirée. Son histoire ne se résume pas à ce qu'elle a accompli, mais à tout ce qu'elle a traversé pour y arriver. Il y a eu des détours, des silences, des moments de doute et aussi des élans de courage qui transforment les épreuves en décisions fortes. Derrière cette discrétion, il y a une femme de conviction qui a quitté le Congo, étudié ailleurs, vu d'autres réalités et fait le choix conscient de revenir pour construire ici. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise de fintech, ProxyPay, une entreprise qui opère au cœur des enjeux de paiement et dans un domaine encore peu exploré par les femmes et pourtant essentiel pour l'avenir de notre pays. Si j'ai tenu à faire cette conversation avec elle, ce n'est pas parce qu'elle cherche la lumière, c'est justement parce qu'elle ne la cherche pas. Et c'est exactement pour ça que cette discussion a toute sa place ici. Parce qu'au Club M, on ne se ment pas. On ne cherche pas à raconter de réussite parfaite. On veut avoir des conversations vraies. On veut parler du chemin, pas seulement de l'arrivée. Aujourd'hui, nous allons découvrir son parcours, bien sûr, mais aussi ses choix, ses leçons, ce qui l'a amenée à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Avant d'entrer dans le fond de son histoire, je vais maintenant lui accorder la parole pour qu'elle se présente elle-même avec ses mots. Mais merci, waouh. Alors, je suis Josaphat Luambo. Je suis Business Development Manager au sein de ProxyPay, dont tout le monde connaît au nom de Araka, parce que c'est un de nos services, qui veut simplement dire rapide en Swahili. Et en même temps, je suis aussi dans l'immobilier. Et donc voilà, j'espère être en mesure de répondre à toutes vos questions. Oui, alors non seulement à répondre à toutes nos questions, mais aussi à nous raconter ton histoire, ton parcours, on veut tout savoir. Ce sera avec plaisir. Ouais. Et on va commencer par le début. Alors, ton enfance. On a grandi en fait dans un cadre assez chaleureux. Où il y avait papa, maman et des enfants, mais aussi j'avoue qu'il y avait des oncles et des tantes. L'Afrique, ouais, oui. Il y avait des oncles et des tantes dans un petit appartement. Je me rappelle encore, dont certains devaient même dormir au salon. Mais c'était bien parce que ça nous a permis d'avoir un esprit d'unité et surtout de tirer de chacun d'entre nous quelque chose d'assez fort quand même. Et aujourd'hui, on le voit en étant grand, qu'on est toujours unis. Après, il y a toujours des failles, mais on reste soudés en fait. Et c'était une particularité que je ne pense pas que je voudrais revivre là maintenant, mais qui porte beaucoup de fruits aujourd'hui. Et quand on y pense, on se dit en fait qu'à l'époque, on se disait que c'était un mal, mais en fait, c'était un mal pour un bien. C'était bien, c'était bien. Et dans cette grande famille, c'est quoi ta place? Alors, déjà, on est 15. Il y a 15 enfants, donc moi, je suis quelque part dans les 7e, je crois que je suis 7e. On va dire au milieu. Ouais, je suis un peu au milieu par là. Et, mais je pense aussi que en étant au milieu, ça me permet d'embrasser tout le monde, en fait. C'est comme si j'avais les mains sur tout le monde. Et c'est pas une mauvaise place en même temps. C'est-à-dire que je ne suis pas exposée à tout le monde, mais en même temps, je suis celle qui embrasse tout le monde, un peu celle qui fait l'unité de la famille aussi. Enfin, j'espère. Ouais. Est-ce que tu crois que ça t'a donné, allez, on va dire, des atouts particuliers? Pas forcément, non. Bon, après, je ne pense pas que ce serait ma place à moi de dire ça. Peut-être que c'est les autres qui diront peut-être un peu. Mais de ma part, je pense parfois que c'est juste une lourde charge un peu sur les épaules, mais qui me forge tous les jours. Et tellement que j'aime cette famille, je pense que je suis prête
à continuer. Et si c'était à refaire, je le referais. Sans hésiter. Ouais. Alors, la petite Josaphat. Timide, curieuse, turbulente. Très réservée. Ouais. Très, très, très réservée. Et je pense que je le suis encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, très gentille. Tout le monde me donnait un peu, ou me donne encore la casquette de quelqu'un qui est froide, qui veut limite pas parler aux gens. Mais il suffisait de m'approcher, on voyait que c'était une petite assez coquine comme ça. Voilà. Et oui, après, je pense que je suis passée par plusieurs, parce que j'ai vécu chez les parents, un moment chez ma tante et mon oncle. Et dans les deux côtés, en fait, j'ai reçu un peu de tout, mais je parlais pas beaucoup. Je parlais pas beaucoup, et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, un peu, je prends plus le temps d'écouter que de parler. Ouais. Donc là, par exemple, là, on me pose plus de questions et ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre, mais ça va. Ouais, ça va. Et alors, à l'école, comment ça se passe? À l'école, ça va. J'étais pas trop cette petite fille qui dérangeait beaucoup. Mais je me retrouvais souvent dans des milieux ou dans des petites cliques d'amis qui c'était pas gentil, mais bon, qui se moquaient un peu des gens, des autres et tout ça. Et moi, j'étais un peu celle qui venait ramener un peu le petit calme pour dire oh, faut pas se moquer d'eux, etc. Mais bon, après, ça restait drôle, c'était l'enfance. Mais ça va, c'était pas... je faisais pas trop de bêtises. On va dire que tu avais tendance à t'entourer de personnes qui étaient plus bruyantes, plus ouvertes, Exactement. que toi, des profils Exactement. un peu... Exactement. Intéressant. Et est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, tu savais déjà qui tu étais, ce que tu voulais? Ou pas encore? Non, pas du tout. Du tout. Vraiment, à mes souvenirs, non. Je pense pas, non. Je connaissais rien du tout. Je savais même pas encore ce que j'allais faire à l'université. Et puis, même pour te dire que le choix même, parce que je sais que on choisissait l'option que je voulais faire à partir de la 3e secondaire. Et même pour te dire que mon choix à moi a été fait en fonction de ce que mes sœurs ont eu à faire. Parce que toutes mes sœurs ont fait commercial. Là, je me suis dit, oh, tiens, tu vas faire pareil. Parce que les garçons, la plupart faisaient maths, physique, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ok, peut-être pour les femmes, c'est commercial et pour les hommes, c'est maths, physique. Et donc, je suis partie dans l'orientation plus de mes sœurs que mon propre choix. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et l'université? Alors, l'université, par contre, je suis plus partie dans le sens où je voulais avoir un peu une idée globale sur le management. Donc, je suis partie pour faire le business management. Et ce qui a été très bien d'ailleurs, j'ai beaucoup appris. Cependant, quand j'ai fini, je suis revenue au Congo. Mais, j'ai pris 1 an et demi de stage dont j'ai beaucoup aimé aussi, mais ces 1 an et demi m'ont appris que non, en fait au Congo il fallait quand même te faire valoriser, en fait avoir une plus-value. Et ma plus-value, en fait, je m'étais dit que je l'aurais en faisant peut-être mon master ou mon doctorat, et c'est comme ça que j'étais repartie en Angleterre encore. Et là, j'ai eu à faire mon master en gestion financière, et pour me permettre à faire tout ce qui a à voir avec le contrôle de gestion et autres. Et donc, c'est là vraiment que je me suis dit, en fait, les 1 an de stage m'ont permis de trouver mon orientation. Parce que le business management, c'est vague, en fait. On avait de tout.
Ouais. de l'économie, un peu Marketing. de finance, marketing, exactement. Il y avait vraiment, c'était un genre de globe de tout. Mais c'est après mon année de stage que je me suis dit, bah voici, c'est ce que je veux faire. D'accord. Mais on va revenir en arrière. Donc, ton université, tu ne l'as fait pas ici. Non. Mais déjà, pourquoi tu choisis de faire du business management? Alors, le business management, c'était plutôt, en fait, parce que j'ai pris le temps avant de m'inscrire à l'université, j'ai pris le temps un peu de lire sur plusieurs, les modules, genre les cours, etc. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le management, dans le business management, que j'avais déjà appris à l'école. Donc, commercial. Exactement. Et donc, ce qui fait que, bon, mon orientation était plus par rapport à ça, pour se dire, écoute, c'est peut-être le moment de pouvoir maintenant essayer de voir les choses dans un angle un peu plus différent, mais un peu plus approfondi surtout. Et donc, c'est comme ça que je suis partie pour le business management, et ça n'avait rien à voir avec la gestion, en fait. Pour moi, c'était juste, bon, j'ai vu qu'il y avait un peu de comptabilité, j'ai vu qu'il y avait un peu d'économie, etc., marketing, et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Tu vas faire voilà. ça. D'accord. Donc, tu quittes Kinshasa pour la première fois. Comment ça se passe? Alors, pas pour l'université, hein. J'ai quitté Kinshasa pour la première fois. C'était, je pense que j'étais en 6e primaire. D'accord. Et alors, je me rappelle à l'époque, mon père, il me demandait toujours qu'est-ce que tu veux après avoir signé mes bulletins, qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Et je lui disais toujours un vélo, un vélo, un vélo. Et cette fois-là, ma mère m'a pincé l'oreille pour me dire non, non, non. Demande-lui un voyage. Et c'est là que je vais en Afrique du Sud avec maman pour la première fois. Et ça s'était très bien passé. J'ai beaucoup aimé. Donc j'ai dit, ah ben voilà ce que j'aurais raté si je prenais mon vélo. J'avais des tas de vélos. C'était bizarre, mais bon, j'aimais beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage? Alors, mais déjà la découverte de voir autre chose que le Congo, parce que c'était la première fois. Et c'était beau. Tout était nouveau. J'avais l'impression que ça avait rien à voir avec. Et je me rappelle que je dormais dans une chambre, enfin, je dormais avec maman, mais c'était un peu ma chambre, contrairement au À Kinshasa, oui. On dormait avec les tantes, cousines, sœurs, etc. Mais là, j'étais mieux, j'étais dans mon lit, en fait, et c'était différent. Et bien évidemment, faire le shopping, c'était une première. Et franchement, tout était différent. Tout était différent. Et j'avais pour une fois mon argent de poche à moi. Je ne sais plus trop c'était combien à l'époque, mais je pense que ça devait être peut-être $1000, un truc comme ça. Et c'était vraiment... Mais j'étais un peu gérée par maman. Mais attends, hein, les mamans africaines là. J'étais gérée un peu par maman. Mais ça va, ça faisait plaisir. C'était bien. C'était différent. C'était différent, exactement. Et donc quand tu vas à l'université, c'est la deuxième fois que tu arrives en Afrique du Sud? Non, alors en Afrique du Sud, je suis partie, j'ai pas fini moi mes études ici, j'ai pas eu mon bac ici, j'ai eu en Afrique du Sud. Donc je vais en Afrique du Sud, je suis restée à peu près 5 ans là-bas et les 5 ans, j'ai eu à faire le collège en fait. Donc j'ai eu mon diplôme d'état là-bas. Mais bon, bien avant ça, j'ai eu plusieurs autres voyages en allant en Afrique du Sud, mais c'était plutôt des vacances, des grandes vacances, etc. D'accord. Et puis voilà. Donc c'était un peu ça. Et quand tu pars pour l'université, est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu es en famille? Comment ça se passe? Alors pour l'université, c'était directement en Angleterre. Mais donc là, il y avait pas de famille en vrai, mais il y avait un ami à papa qui avait sa famille là-bas, ses enfants, et ils nous ont proposé à moi et à papa si je pouvais rester là-bas. C'est comme ça que je suis partie chez eux. De base, je devais aller à Londres. Mais comme il y avait l'option de rester dans une famille là-bas, donc je suis allée à Liverpool et c'est comme ça que je me suis installée et j'ai rencontré des merveilleuses personnes. D'accord. Donc il y a eu Kinshasa et puis l'Afrique du Sud. Ensuite l'Angleterre. Ouais. Ok. Et
est-ce que le Congo te manque? Est-ce que la famille te manque? Comment ça se passe? Oui, quand je quitte le Congo pour l'Afrique du Sud, c'était très vite parce qu'il faut se dire que j'ai quitté le Congo en 2009. Mais maman, elle avait déjà quitté le Congo en 2008. Donc, on a fait à peu près 1 an où les garçons, donc mes frères, ils étaient à l'internat. Et j'étais avec ma sœur et papa qui bossait beaucoup et qui continue même à bosser beaucoup jusqu'à maintenant. Ouais. Et donc, on n'avait plus vraiment quelqu'un pour faire le suivi de tous les jours. Et ce qui fait que quand on est parti, c'était un peu un changement qui était plutôt radical, j'aurais dit. Parce que au Congo, il y avait une petite porte qui nous permettait de faire des bêtises. Mais là-bas, on se retrouvait encore dans un cadre un peu plus familial. Et donc, il y avait des grands frères qui essaient de dire non. Il y avait des sœurs qui étaient là en train de supplier de ne pas faire des bêtises. Et donc, très vite, j'ai voulu rentrer. J'ai voulu rentrer parce que je voulais un peu de ma liberté, que je n'avais plus en Afrique du Sud. D'accord. Et je me rappelle qu'en ce moment-là, donc je dis à papa que non, moi je veux plus rester ici, je veux rentrer. Et pour gagner un peu sur moi, il m'a dit, bah, écoute, je te double ton argent de poche et tu restes. Avec ça? Donc, c'était une offre que je pouvais pas refuser, donc j'ai pris l'argent et je suis restée. Et tu es restée, ouais. Mais tu vois, c'est curieux parce que généralement, on se dit que voilà, quand on a quitté la maison, on va être plus libre, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Moi, j'ai des enfants qui me disent, ouais, non, quand je serai grand, je serai libre, je ferai ce que je veux, comme je veux. Mais tu vois, la preuve que... Non, c'était pas le cas. Pour moi, c'était pas le cas. C'était le contraire. Parce qu'au Congo, comme je disais, papa, il travaillait beaucoup. Donc, il n'était pas forcément là. Il n'était pas tous les jours là. Et tout ce que lui voulait, c'était d'avoir des bons points. Après, je pense aussi que c'était un peu une confiance qu'il avait vis-à-vis de nous. Parce qu'il connaissait un peu les bases qu'il avait plantées en nous. Donc, du coup... non, il n'était pas derrière nous. C'était plutôt un oncle qui venait parfois se faufiler pour savoir, pour essayer de nous contrôler, de nous gérer. Mais même ça, on arrivait quand même à passer au-dessus. On savait comment jouer de tout ça. Mais en Afrique du Sud, c'était différent. On n'était plus coincés. J'avais l'impression que j'étais dans une prison. Au Congo, je conduisais déjà avant de partir en Afrique du Sud. Mais là-bas, il fallait négocier pour conduire. Il y avait une voiture pour tout le monde. C'était compliqué, c'était trop compliqué. Et donc, j'ai détesté un peu mes premières années en Afrique du Sud. Ok. Et quand tu compares un peu, tu as quand même l'avantage d'avoir étudié donc au Congo, en Afrique du Sud et puis en Angleterre. Et quand tu compares, c'est quoi la différence? Alors, tous les 3 pays ont été quelque part pour moi... j'ai reçu quelque part quelque chose de différent en fait dans chaque pays. L'éducation, moi je dis toujours l'éducation déjà au Congo. Je sais pas, mais c'est pas pour jeter des fleurs, mais un peu oui. Je pense qu'on a des bonnes bases ici. En Afrique du Sud, j'ai vécu autre chose. L'école était complètement différente. L'école, déjà à l'école secondaire, je voyais des collègues à moi, enfin de classe, qui fumaient un peu des trucs assez chelous et tout ça. Il y avait des scènes pour leur âge qui ne devaient pas être pratiquées, mais qui étaient pratiquées et qui trouvaient très bizarre que
moi je ne puisse pas le faire. C'était pas mon délire, mais aussi c'est parce que je pense que c'était un peu tabou pour nous. C'est pour ça que pour te dire que je pense que le Congo, ça nous donne des bonnes bases. En tout cas, personnellement, si je n'avais pas eu cette éducation-là qui m'a caractérisée, ben, je pense que j'aurais pu lâcher en fait. Après, il y a ces Congolais qui vont et qui peut-être se mettent un peu dans tout ça, mais personnellement, moi, non, non, je touche pas du tout. L'Angleterre, encore mieux, je dirais. Pour moi, c'est un des pays qui... Franchement, je me dis que c'est un des meilleurs pays pour l'éducation, franchement pour les études. Et j'accentue plus par rapport à la ville Liverpool parce que c'est une ville d'étudiants en fait. C'est une ville très calme. En fait, t'as pas autre chose à faire que d'étudier. Donc, ce que je faisais, c'était l'université, la salle de sport et la maison. Et c'est tout. C'était tout ce que j'avais à faire. Et à chaque fois qu'il y avait des vacances, ben, ça me permettait justement de aller voir maman en Belgique, etc. Mais vraiment, les 3 pays ont été différents, mais m'ont forgé de manière différente aussi. Ok. Et donc, en Angleterre, tu es plus focus. Ouais. C'est l'école. C'est l'école. Je buvais plus, je sortais plus. Et j'habitais dans une famille où personne ne buvait. Tout le monde était sage, contrairement un peu à le mood qu'il y avait en Afrique du Sud. En fait, les deux avaient leur particularité, mais je dirais plutôt que la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est plus ce que j'ai eu à apprendre de l'Angleterre. Et mais c'était quelque chose de... En même temps, j'aime bien mon parcours, hein. J'aime bien les 3 pays. Parce que c'était un peu du chaud, froid, chaud et... Mais si j'ai une préférence dans les 3, je dirais l'Angleterre parce que c'est reposant. Ça te donne le temps de penser au lendemain un peu et t'es un peu challengé à vouloir être successful, genre à chercher à à poser ta pierre en fait. Et je l'ai vu tous les jours. Et sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça fixe, on va dire que ça te fixe déjà un certain standard, une certaine façon de voir et de faire les choses. Exactement. Et même au niveau des résultats, ça se passe bien pour toi, très bien pour toi même en Angleterre. Très bien. Tu nous racontes? Mais alors, comme j'ai dit, j'étais déjà en Angleterre, donc je reviens en 2017 pour mon année de stage. Et ensuite, je repars parce que je m'étais dit, j'ai fait la banque un peu un moment à Kinshasa. Ensuite, je suis allée dans l'audit, dans un cabinet d'audit. Et là, je me suis dit, ben, voici ce que j'ai envie de faire. Je crois que je vais essayer de me spécialiser un peu en contrôle de gestion ou en gestion financière. Et c'est comme ça que je suis repartie en Angleterre. Alors que je commence mon master, donc il y avait un concours à l'université qui se passe. J'étais pas au courant du concours. Mais donc un jour, il fallait... T'avais à peu près 1 million de pounds sur Bloomberg, qui est une plateforme financière. Et il fallait dire pourquoi tu devais acheter des parts dans une entreprise, pourquoi ne pas acheter, pourquoi vendre, etc. Et donc pendant ma présentation, j'ai eu une particularité qui m'a même été soufflée un peu par une grande amie qui me dira oui, en fait il faut savoir que même si tu as 1 million, je n'en sais combien, voici ce que le gouvernement nous taxe. Voilà, donc
tu dois payer autant pour les taxes, voici ce que ça dit, etc. Elle m'a un peu échelonné les choses et je me suis dit, ah mais tiens, bah, j'y pensais même pas. Et c'est juste cette partie quand je dis ça pendant ma présentation, que ça a ébloui mes profs. Et ils m'ont dit, voilà, j'ai gagné le concours, etc. Je pense que j'avais fait, si j'ai bonne mémoire, 85. Et j'ai reçu une enveloppe. Une enveloppe avec un chèque. Et ça, c'était le concours régional. Ensuite, il fallait aller au national. Et je me rappelle, je voulais pas partir. Je voulais pas partir. Tu voulais pas, pourquoi? Parce que c'était Londres. C'est à Londres, tu regardes les immeubles un peu. Et j'ai eu la curiosité d'aller déjà sur Internet et chercher à savoir comment ça se passe. Et oui, c'était un peu effrayant quand même. C'était effrayant, mais j'ai été encouragée par mes professeurs, par mes amis. Ils m'ont dit, vas-y, je représentais en quelque sorte l'université. Donc j'ai accepté de partir et tout s'est très bien passé. Malheureusement, j'ai été retenue, enfin pas retenue, mais bon, en culture générale, j'avais un point de moins que celui qui a premier. Mais ils avaient tellement aimé mon interview parce que c'était sur le Green Finance. Il fallait parler de Green Finance et puis en ce moment-là, il y avait Brexit. Les Anglais voulaient quitter de l'Europe, etc. Et donc du coup, j'ai dû parler de tout ça, un peu les challenges, etc. Et ils m'ont dit, ils ont tellement aimé mon interview que je ne pouvais pas aller sans enveloppe. Tandis que les deuxièmes n'avaient pas droit d'enveloppe, que les premiers. Et moi, j'ai reçu mon enveloppe. Tu as reçu une enveloppe. Et c'était magnifique parce que... Tu nous dis quand même combien, elle était de combien? Tu nous dis? Non, je préfère me taire, sinon il y aura des gens qui vont chercher après, mais oui. Oui, mais c'était une belle enveloppe quand même. C'était une belle enveloppe pour l'étudiante que j'étais. Ben oui, c'était quelque chose de quand même bien parce que ça m'a après permis de faire pas mal de voyages avec cet argent-là. Mais aussi, ça m'a quand même donné un poids. Parce que, comme j'ai dit, je représentais l'université. Et juste à cause de ça, l'université ne voulait pas que je parte. Et tandis que moi, je voulais revenir pour travailler au Congo. Mais voilà, c'était ça. Mais c'est quelque chose où je sais que voilà, je reste gravée quelque part dans les archives de l'université. Et je pense être en mesure où j'espère que je fais leur fierté. Leur fierté. Et donc l'Angleterre, tu as réussi. You're successful. On peut le dire. I think so. Oui, et puis même, voilà, tu es primée et tout ça, ça se passe bien pour toi. Tu as toutes les raisons de rester, d'avoir un bon emploi et tout ça. Mais tu choisis quand même de rentrer. De rentrer, exactement. Pourquoi? J'espère que mes parents ne vont pas regarder cette vidéo. Non, à l'époque, j'avoue que j'avais une relation amoureuse à distance. Je voulais casser. En fait, je voulais plus de la distance. Et mais aussi, c'est parce que je savais que j'avais un peu ma place ici. Parce que je dois avouer que pendant tout ce temps, toutes ces années parties Afrique du Sud, Angleterre, à chaque fois qu'on pouvait, on revenait toujours au Congo pour les vacances. Et je ne savais pas exactement dans quoi, mais je savais que ma place était ici. Et je me rappelle que c'était un peu un genre de fight avec papa qui ne voulait pas que je parte. Et je me rappelle quand je lui ai dit que je venais, il m'a acheté le billet, mais c'était que lui il pensait que j'avais acheté le billet two ways, genre je pars et je reviendrai, mais j'avais juste acheté aller, juste aller. Et c'était pour casser justement aussi la distance que j'avais dans la relation. Mais malheureusement, quand je suis arrivée, ça n'a pas tenu comme moi je voulais. Mais j'ai continué,
J'ai eu un temps où je ne faisais pas grand-chose, mais très vite, j'ai pris un peu la relève dans l'immobilier. Parce que, comme tu peux le savoir, c'est que comme nous, les parents, ils aiment bien acheter des terrains, etc. Et il y avait un des terrains de mes parents que je me disais, mais tiens, pourquoi vous ne faites pas quelque chose ici? Et ils ont accepté de me laisser essayer de faire quelque chose. Et j'ai essayé, ils ont aimé. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'immobilier qui n'avait complètement rien à voir avec ce que j'ai fait. Ouais. Donc tu reviens pour un garçon. Ah, pardon papa. La relation ne marche pas. Non. Mais tu décides quand même de rester. Et puis tu saisis une opportunité. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. Tu vois un problème, tu saisis l'opportunité de le résoudre et ça marche bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais. J'ai eu un premier truc. Ensuite, ils ont fait confiance. Il y avait un deuxième, un troisième. Et aujourd'hui, je peux dire que la gérance, c'est un peu de tout. Ok. Donc tu commences par la gestion immobilière. Exactement. Et tu fais ça pendant combien de temps? Alors, j'ai commencé en 2017. Mais 2017, c'est là que j'ai découvert la chose et je me suis dit, ah, mais tiens, voilà, je peux faire ci et ça. Donc on arrange rapidement, mais très vite je repars en Angleterre pour faire mon master. Et quand je reviens, c'est là maintenant que on imprimente et on fait l'inauguration et tout se passe bien. Et c'est jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc ce que je fais moi, c'est la construction, la location, l'achat et la vente. Et le plus important, c'est d'être en mesure de harmoniser la chose et pas juste d'avoir quelque chose et de laisser. Parce qu'en fait, on se dit que dès lors qu'on achète un terrain, qu'est-ce qu'on en fait jusqu'à la vente? En fait, le problème, c'est que les parents, ils savaient pas. En fait, pour eux, le fait d'acheter, ils se disent c'est un investissement. Un investissement. Il faut que tu aies des gains pendant les années. Certes, le terrain prend de la valeur avec le temps, mais moi, j'aimerais quand même gagner ne fût-ce que $10 pendant ce temps-là. Ouais. Ça veut dire que peut-être faire un petit truc qui va te rapporter ne fût-ce que, je sais pas moi, $10. Mettre en valeur. Exactement. C'est ça. Et donc, c'était ça le but. Et petit à petit, j'ai essayé de harmoniser un peu tout ce qu'il y avait. J'ai pas réussi à tout faire parce que... Mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Ouais. Et puis voilà. Et très vite, il y a eu le Covid puisque je suis rentrée en 2019. Il y a eu le corona qui est arrivé. Ensuite, il y a eu le confinement. Et puis voilà. Donc après, on est resté un peu à la maison pendant un bon moment, quoi. D'accord. Donc le business a un peu s'étendant. Bien sûr. Et puis voilà. Ok. Et donc, tu rentres à la maison, chez les parents. Oui. Ouais. Et tu te lances dans une entreprise familiale. Ouais. Et tout en ça. plein confinement. Ouais. Un confinement. Et t'as pas cherché d'emploi. Au fait, toi, quand t'es rentrée, t'as pas cherché d'emploi. Non. J'ai pas. Non. En fait, je voulais bien. C'était ça le but au départ. C'était ça. C'était pas. Je m'attendais pas à travailler dans l'immobilier. En fait, c'était pas. Pour moi, c'était juste une aide que j'apportais à la famille. Mais je voulais travailler. Donc, je me disais peut-être repartir dans la société, dans le cabinet d'audit où j'étais avant de partir pour mon master. Ou soit travailler dans une banque ou dans une société, mais je n'envisageais pas forcément de me lancer en fait dans l'entrepreneuriat par rapport à surtout moins dans la fintech. Et puis voilà, mais c'est en plein confinement, en discutant avec un grand ami à moi, qui me dira tiens, voici voilà ce que j'ai comme projet et tout, est-ce que ça t'intéresserait? Je me suis dit, écoute, j'ai rien à faire, quoi. Pourquoi pas? Donc, on a échangé sur 2-3 trucs qu'il m'a demandé de faire pour lui. Quoi qu'on n'en a plus parlé, mais je pense qu'il me testait un peu. Parce qu'il m'a dit, oui, est-ce que tu peux me faire telle chose sur Excel? Je l'ai fait.
Il m'a dit, c'était rapide. J'ai dit, j'ai rien à faire. Et à l'époque, on regardait le procès de 100 jours. Oui, je sais pas. Et puis voilà. Donc j'étais là, je faisais un peu le boulot et je regardais la télé. Et ensuite, il m'a demandé de lui faire une lettre commerciale. Je sais pas si c'était vraiment des lettres dont il avait besoin. Ouais. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, je pense qu'il essayait de tester un peu. Mais oui. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Mais dans ma tête encore, jusque-là, c'était je vais travailler pour lui. Mais c'est après qu'il me dira j'aimerais qu'on soit associés. D'accord. Ah, j'ai dit ok, why not? Ouais. Pourquoi pas? Ok. Et donc c'est comme ça que ton entreprise Proxipay est née. Exactement. Avec un ami, vous vous êtes associés. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Voilà, qu'est-ce que vous faites? Alors, on est un agrégateur de paiement. Ce que nous on fait, c'est que c'est faciliter à ce que l'argent quitte d'un point A à un point B. On a un pont en fait. On a ce qu'on appelle une documentation API qui permet, qui a les différents tous les moyens de paiement, Visa, Mastercard, et aussi les opérateurs de monnaie électronique. Donc, on met ça on intègre ça dans des plateformes, dans des applications, dans des sites, et ce qui permet à ce que les clients, de nos marchands, puissent payer par toutes les différentes voies qu'ils ont, sans contrainte ou quoi que ce soit. Et le but surtout de tout ça, c'est à ce que nous puissions essayer de faire grimper un peu le taux de bancarisation. Parce qu'en RDC, le taux de bancarisation est très faible. Ouais. Donc, en quelque sorte, c'est ce que Proxipay fait. D'accord. Alors, quand ton ami donc t'en parle, est-ce que tout de suite tu te dis ça va marcher, ça va le faire? Franchement, non. Puisque je dois avouer que même moi-même au départ, je comprenais même pas de quoi il s'agit. Exactement. Ouais. C'était plus, en fait, il utilisait plus des termes techniques, etc. C'était très compliqué. Il me disait oui, l'argent va quitter d'ici à là-bas. Mais comment on va faire pour intégrer dans les mobile money, etc. Et dans tout ça, il fallait justement avoir la licence du régulateur qui est la Banque centrale. C'est ça. En gros, il y avait beaucoup de choses à faire, mais beaucoup. Et c'était ça le plus difficile, c'était challengeant en fait. Et je savais pas si j'arriverais. Et je devais être l'image de la société, je devais être en mesure de tenir la société, mais aussi de la faire tourner parce que au départ, on était associés, mais moi j'étais associée, comment dirais-je, shareholder, actionnaire active. Donc j'étais agent en même temps, donc il fallait que je fasse les deux en même temps, et ça c'était très difficile en fait. Mais au début, tu te dis on te propose quelque chose, accepte d'abord, après on verra. Parce que j'avais pas vraiment autre chose à faire aussi pour dire. C'est vrai qu'il y avait l'immobilier. Mais l'immobilier, ça allait pas fuir. C'était des biens, en fait, qui existaient déjà. Donc, je me disais, j'aurais toujours le temps de me rattraper par rapport à ça. Mais ce qui était bien aussi, c'est que, en tant qu'associé, on s'était dit que, on a le droit de faire autre chose que juste la société Proxipay. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer et on verra comment ça va se passer. Ok. Donc, concrètement, Proxipay, c'est une solution de paiement. Exactement. Qui, au fait, donne la possibilité de payer via plusieurs voies, on va dire Orange, Airtel, Vodacom et tout ça, et même les cartes bancaires et tout ça. Exactement. Et voilà, vous démarrez. Concrètement, tu as dit il y avait beaucoup de boulot à faire. Beaucoup. Concrètement, comment tu fais pour structurer la société? Est-ce que vous faites une étude? Est-ce que vous avez un business plan? Est-ce que vous êtes accompagné? Comment ça se passe? Alors au début, c'était
en fait, il y avait rien, c'était pas forcément structuré parce qu'il y a des choses où on a eu à harmoniser avec le temps. Ok. Le plus important, le but primaire, c'était d'abord d'avoir la licence de la Banque centrale. Parce que ça, c'est ça qui te permet, en fait, qui te donne l'agrément d'être une passerelle de paiement. Et donc, le focus était plus dans ça. Mais très vite, on a eu une belle offre qui était de donner notre solution de paiement à l'INRB. Et c'est même ça qui a fait qu'on prenne tout de suite après cet envol parce que c'était du bouche à oreille après, on n'avait même pas eu le temps de faire le marketing. Et donc c'était ça. Mais je dois avouer que j'avais des partenaires qui savaient ce qu'on faisait en fait. Et eux me disaient juste, apprends juste suis-nous. Regarde comment on fait et tu vas vite comprendre. Et donc c'est petit à petit, en les écoutant, chacun avec son intelligence, leurs expériences, etc. Mais moi, en fait, je devais être focusée. Je me rappelle même, c'était tellement challengeant pour moi, en tout cas, que quand on était en réunion, je devais les enregistrer. Enfin, je leur disais, quoi, les gars, vous parlez tellement vite. Donc, je dois vous enregistrer pour revoir, réécouter ça après et prendre le temps de prendre des notes. Parce que s'il faut que je prenne les notes, chacun va avec à son rythme et je risque de me perdre. Et ils disaient, oui, vas-y. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris de chacun d'entre eux. Et ça m'a permis, en fait, justement, de savoir quelle approche il faut avoir vis-à-vis des banques, parce qu'on travaille avec les banques, quelle approche avoir vis-à-vis des opérateurs de monnaie électronique comme Orange Money, Airtel Money, etc. Et quelle approche avoir vis-à-vis du régulateur. Parce que le régulateur, une fois qu'il te donne la licence, il reviendra tout le temps pour être sûr que vous êtes dans les normes. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Il y a des choses que vous pouvez faire. Et donc, ça demandait maintenant à ce que tout soit structuré. Et c'est pour ça que je dis, petit à petit, on devait harmoniser les choses. Et c'est comme ça que progressivement, on a pu faire en sorte que les choses soient bien structurées pour que lorsque on vient nous contrôler, on trouve justement que tout se passe dans les normes. Parce que sinon, on vous retire la licence. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a deux choses capitales qui vous permet au fait de réussir. Ça va être d'être entouré, c'est ça. Dès le départ, tu es entouré. Tout de suite. Tu as des personnes qui te disent ce qu'il faut faire, comment il faut faire, où il faut aller. Exactement. Et puis après, tu te structures. Exactement. Et c'est les deux choses qui font que tout de suite, tu es opérationnel, tout de suite, ça va, ça marche. Exactement. Ok. C'était quelque chose quand même. Je pense qu'il y avait une flexibilité déjà des autres parce que ils étaient là. Et bien moi aussi, je pense que j'étais assez là pour les écouter parce que ça sert à rien si quelqu'un parle, mais toi tu n'écoutes pas ou tu ne comprends pas. Parce qu'il fallait les écouter et mettre ça en pratique. Donc c'était un peu comme une double école en fait. Et je devais étudier et travailler en même temps. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement c'était des belles années quand même. J'ai beaucoup appris de eux tous et chacun est brillant à son niveau. Ouais. Et puis toi, tu avais ton super pouvoir, l'écoute, depuis que tu es petite. Ouais, ça sert après. C'est vrai. J'écoutais beaucoup et je continue encore à beaucoup écouter. Et je me rappelle même une fois, un de mes partenaires m'a dit « Oui, mais tu parles pas ?» J'ai dit « Non, je vous écoute. » En fait, à chaque fois que je les écoute parler, tu te dis en fait qu'ils savent tellement ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils ont tellement la maîtrise de la chose. Et ça me bluffait en fait. C'était magnifique. Juste les entendre parler,
jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours la même tête. Je suis éblouie par leur manière de se tenir et de parler de la fintech. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Et donc, si tu devais donner un conseil à une femme qui veut se lancer ou qui s'est lancée, qu'est-ce que ce serait? La première des choses, je dirais la patience, déjà. Je pense que, surtout au Congo, je pense qu'il faut être très, 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 très patient. Parce que si on n'est pas patient, ben, je pense qu'on va très vite craquer, on va jeter l'éponge. Mais donc voilà, la patience, avoir une bonne vision, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, structurer les choses et se dire que en fait, lorsqu'on connaît déjà le core business de son projet, ben rester dessus en fait. Peut-être avoir un plan B, mais surtout plus rester dessus, rester focus dans ça. Ça ne coûte rien de reprendre plusieurs fois, même si ça échoue, continuer à reprendre parce que même avec Proxipay, ça n'a pas toujours été rose. On a eu des hauts et des bas, on a eu des saisons où on a tellement bien travaillé après. Quand il y a eu, par exemple, la fin des tests Covid, des dépistages, mais nous, on a très vite senti le vide parce que c'était comme si tout s'arrêtait. Mais très vite, on s'est vite relevé. On a eu beaucoup d'autres marchands après qui ont fait que voilà qu'on remonte la pente. Donc en quelque sorte, c'est pour dire que oui, ça reste challengeant, mais il faut continuer à se battre en fait et garder sa vision. Surtout ça, ne pas se perdre et pas prendre de X ou Y autre chemin parce qu'on pense que ici ça ne fonctionne pas. Ça peut être très dur, mais lorsqu'on connaît, on est sûr de soi et qu'on connaît où on va, ben je pense qu'on finit par arriver. Il y a un truc que mon père me dit toujours. Il n'y a rien que l'on puisse faire dans ce pays qui ne te rapportera pas ne fût-ce qu'un $500. Parce que tout est à faire dans ce pays. Pas à refaire, mais à faire. Donc, tout ce qu'on fera peut réussir. Donc, oui. Et ça, c'est juste extraordinaire, surtout qu'on est dans un contexte où beaucoup de gens se demandent quoi faire, il n'y a pas d'emploi, c'est compliqué, alors que parfois, il suffit juste de regarder autour de soi. Exactement. Les opportunités, ça ne manque pas. Exactement. Et puis, bon, pas hésiter d'aller demander de l'aide, de s'entourer et tout ça. C'est exactement ça. Tout est à faire. Il n'y a rien que tu puisses vouloir faire qui ne marchera pas. Et moi, j'y crois vraiment. J'y crois. Parfois, on regarde... En fait, même devant chez soi... Il y a quelque chose, il y a la petite chose que tu peux faire. C'est possible en fait. En fait, c'est pas parce que tu es femme que tu te dis bon. Après, je sais que c'est peut-être un autre sujet, mais la femme en soi parfois peut se dire, écoute, je sais que je suis belle. Je peux attendre d'avoir un mari qui va être le provider. Mais je ne veux pas, en fait, moi personnellement, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Je pense que l'homme ou quoi que ce soit peut être ce que moi j'appelle la complémentarité en fait de la vie. Je pense que même en étant en couple, on se complète. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas soi-même se limiter. Qu'est-ce que tu vas emmener dans ta relation? Donc tu dois avoir un apport. Ce sera pas ta beauté, parce qu'au bout d'un moment ça paye pas les factures, la beauté, hein. Ça paye pas les factures. Oui, donc en gros, c'est pas de se limiter, quoi. C'est pas de se limiter, surtout de se challenger, de pas regarder qu'on n'est pas utile ou quoi. Non, on est toutes utiles et on peut tous rapporter une plus-value dans ce pays. Donc voilà. Moi, je vais même te dire, parce qu'on entend beaucoup ça, beaucoup de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles
Oui, leur plan, en fait, c'est de se marier et voilà, rien faire derrière parce que son mari va prendre soin d'elle. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas et c'est l'intérêt un peu de ce genre de conversation. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Un mari, il peut mourir. Exactement. Et bon, quand ton mari il est parti, que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de business, t'as pas de... Qu'est-ce que tu deviens? Exactement. Ça peut être très compliqué. Ouais. Franchement, oui, je pense que c'est un sujet qui est assez... En plus, au Congo, c'est assez fréquent, ça. Même tout autour de nous, on le voit, on le vit déjà. Et même nos parents un peu, où t'es avec tes parents qui, le papa travaille, la maman travaillait aussi, mais bon, dès qu'elle a eu des enfants, elle a décidé d'arrêter. Mais bon, qu'est-ce qui se passe après si le papa n'est plus là, parce que c'est lui qui rapporte à la maison. J'ai envie de dire à quelqu'un que si tu as ta grâce, je pense qu'il y a une histoire de grâce aussi dans tout ça. Si tu as ta grâce, ben c'est bien. Mais je pense que même avec la grâce, tu peux quand même essayer de faire quelque chose, d'avoir une plus-value. Parce que je pense que même au regard des enfants, ça influence quelque chose aussi, je pense. Donc après, voilà quoi, ça peut être très chaud comme tu l'as dit si le papa n'est plus là, etc. Voilà. Donc, tu es dans la fintech. Finance et technologie, exact, oui. Et c'est quand même un domaine très masculin. Tu es entourée de beaucoup d'hommes. Oui, c'est vrai. Je suis la seule femme en plus. Je suis la seule femme. J'ai 3 autres partenaires, c'est des hommes. Et comment ça se passe? Je suis un peu leur bébé, un peu, je dirais. J'ai envie de dire ça comme ça. Je suis un peu leur bébé, leur petite sœur. Mais ça va. Je pense que c'était dur un peu au début. Et je pense avoir même parlé de ça avec un de mes partenaires à qui je disais que quand j'allais, parce que je suis business development manager, donc j'allais aussi pour rapporter des nouveaux marchés, des clients, des marchands potentiels, etc. Et ça pouvait être très dur de partir dans des bureaux et de voir des hommes chez qui on ramenait un contrat, mais qui te disaient on peut en parler over a dinner, genre à un dîner, mais bon, au finish, au dîner, ben, vous parlez même pas du contrat, ben, vous parlez d'autre chose. C'était dur. C'était dur. Et même, je me rappelle, ils ont même dû se dire, OK, on va arrêter à ce que tu ailles maintenant dans ce genre de réunion parce qu'on ne savait pas, en fait, comment ça pouvait se passer. Mais après, ça m'a forgé aussi pour se dire, ben, écoute, je connais mes objectifs, il faut que je les atteigne, donc peu importe, ce ne sera pas ça qui va me limiter. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont été là. En tout cas, j'ai des partenaires qui ont toujours été là pour moi. Quand j'étais bloquée, ils savaient comment m'aider à m'en sortir. Et c'est quelque chose voilà, qui reste dur, parce qu'il faut se dire, il y a technologie à l'intérieur aussi. Et je me rappelle au début, quand j'avais des réunions, et que je ne savais pas comment poser des questions techniques. Je devais écrire rapidement sur WhatsApp pour demander à un de mes partenaires ou mes partenaires dans le groupe. On me demande ceci, que c'est quoi. Et c'était plus quand il y avait des questions techniques. Et ça, c'était très, très, très dur quand même. Et aujourd'hui, je peux peut-être pas tenir une réunion avec tous les techniciens, mais je connais les bases. Et c'était dur. Surtout quand ils parlent de coding et tout ça. Mais ça reste quand même quelque chose de très, très, très intéressant. Au point où même aujourd'hui, je me pose la question si je ne devrais pas faire un doctorat, un master, un autre master en engineering ou peut-être, j'en sais rien, dans le truc de coding ou peut-être cybersécurité, je ne sais pas. Mais bon, voilà quoi, tous les jours j'apprends et tous les jours ça me met un peu la puce à l'oreille pour se dire ok, pourquoi pas quoi. Donc D'accord. Donc est-ce que tu dirais à une femme allez, trois choses capitales pour évoluer dans ce milieu, dans le milieu de la fintech?
3 choses. Mais j'ai dit tout à l'heure la patience déjà, l'écoute, je dirais aussi. Aussi, rester déterminé. Je pense que ce seraient les 3 choses. La détermination, pourquoi? Parce que tous les jours, tu apprends. La FinTech, c'est tous les jours. Tous les jours. En fait, demain, la FinTech, c'est ce qu'on va vivre en fait demain. C'est exactement ça. Parce que moi, je me rappelle, en étant en Angleterre, pratiquement tout était bancarisé déjà. Je me rappelle pendant 6 ans, mes 6 ans faits en Angleterre, les nombres de fois où j'ai utilisé du cash, j'ai encore peur de dire que ça a compté en fait des doigts. Et donc tout était technologique et tout, etc. Et je pense que si aujourd'hui, nous aussi on commence à shifter dans ça, ça veut dire qu'il faut se mettre à jour tous les jours. Et donc, rester déterminé, ça veut quelque part dire apprendre. Mets-toi à jour tous les jours, essaie de regarder comment, quelle est la plus-value, quelle est la chose que tu dois rapporter tous les jours. Et comme on aime dire entre nous, c'est que si une femme, enfin j'ai envie de dire ça un peu d'une autre manière, c'est qu'une femme qui veut s'y mettre dans la FinTech doit juste garder dans sa tête que si tu dors, ben, l'entreprise mourra. Donc qu'elle ne dorme pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh ben, écoute. Alors, à ce stade de ta vie, ça marche bien professionnellement, tu es rentrée au pays. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? La pierre que j'ai posée. C'est ce qui compte le plus pour moi parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui, je me dis que grâce à la petite société que j'ai, j'ai pu recruter. Donc j'ai contribué quelque part à la baisse du taux de chômage. Oui. Donc ça veut dire quelque part qu'on nourrit des familles. Mais aussi c'est la joie que je vois en eux tous les jours. Quand ils te disent on prie pour Proxipay, on sait que ça sera grand, on sait que on va se faire une acquisition, un immeuble, etc. On sera grand et tout ça. Et donc ça, oui, Proxipay compte beaucoup pour moi. C'est mon bébé. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Sur quoi? Disons, quand tu regardes dans ton parcours, le truc que tu aurais aimé qu'on te dise. Tu vois, tu es passé par plein de choses. Quel truc tu aurais aimé qu'on te dise et qui aurait vraiment fait la différence? Qui t'aurait peut-être évité un échec, une perte de temps? Le truc que tu aurais aimé qu'on te dise plus jeune? J'aurais aimé qu'on me dise t'es intelligente, t'es brillante, n'arrête pas. Un de mes partenaires me dit toujours, Josaphat, moi, même si je vois ma nounou dire à ma fille ou à mon fils que t'es bête, peu importe si elle fait bien son travail, je la vire tout de suite. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle a dit, un enfant, quand tu lui proclames des bonnes choses, tu lui fais comprendre que c'est lui le plus intelligent, c'est lui le plus fort. Mais dis-toi que même si il est devant des challenges, il saura comment s'en sortir. Même s'il échoue, il se dira, j'ai pas bien fait aujourd'hui, mais je ferai mieux demain. Et donc, cette répétition des choses le forge. Et oui, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Pour la petite histoire, j'ai un de mes frères qui, à l'époque, je ne voulais plus étudier parce que j'avais fait des mauvais points. Et donc, j'avais dit, je quitte l'Afrique du Sud, je reviens au Congo. J'ai appelé mon père et je lui ai dit, je reviens. Il me dit, pourquoi? Je dis, non, j'en peux plus. L'anglais ne marche pas avec moi, le pays, etc. Tout va mal. Et mon frère a tout fait
pour que je ne rentre pas. Au bout d'un moment, je commençais même à le détester parce que je disais, mais t'es pas mon père. Si mon père m'a dit oui, Ok, ouais. qui es-tu pour me dire non? Et il a tapé sur la table, il a dit à papa, laisse-moi gérer ça. Aujourd'hui, enfin hier, c'était compliqué. Hier, je détestais ce qu'il avait pris comme décision. Mais c'est quelque part, grâce à cette décision-là, qui était énervante hier, qui quelque part a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est fou de dire, mais cette répétition de dire à un enfant, c'est pas grave, tu peux encore le faire, t'es intelligent, t'es fort, il te suffit juste d'apprendre. Mais oui, je pense que n'importe qui pourrait s'en sortir. Et donc oui, j'aimerais bien qu'on me dise, qu'on me le répète. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai qui me disent « you're smart and all that ». Et voilà, on dit un peu, on se rabaisse un peu avec beaucoup d'humilité, merci. Mais je pense qu'en étant enfant, ça aurait été encore beaucoup meilleur. Beaucoup mieux, plus impactant. Exactement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une chose, que tu ferais différemment? Oui. Si je devais refaire quelque chose aujourd'hui, j'essaierais de moins faire mal à mes parents. Comment ça? En fait, à un moment dans nos vies, on pensait que c'était un peu c'était acquis ce qu'on avait. Et aujourd'hui, plus le temps passe, on se rend compte en fait que les parents se sont énormément sacrifiés pour nous. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient de leur argent, mais ils ont plus misé sur nous. Et si je m'étais prise différemment bien avant, mais aujourd'hui j'aurais été en mesure de, je sais pas, de le donner, enfin de leur donner quelque chose. Aussi, je pense que j'aurais fait un peu moins de bêtises. Ça aurait moins fait mal. Parce que je sais que j'ai quand même eu un passé. J'ai eu un passé qui les a quand même aussi un peu fait mal aussi. Et parfois même peut-être qu'ils ont cru qu'ils avaient perdu la fille que j'étais pour eux. Mais bon, Dieu merci, on est là aujourd'hui. Mais oui, j'aurais bien voulu changer certaines choses. Mais quelque part aussi, c'était une bonne chose de vivre tout ça. Parfois, il faut aussi les choquer. Il faut aussi les choquer un peu. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. J'aurais voulu être cet enfant qu'ils auraient voulu que je sois pour eux. Et parce que je pense que un enfant est une bénédiction pour la famille. Je crois que je le suis, mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Des bêtises qui ont poussé mes frères même à me gifler. C'est vrai? Oui. Mais ça t'a forgé, non? Exactement. Nos erreurs nous forgent. Exactement. Aujourd'hui, franchement, quand on en parle, on rigole, mais bon, même juste la conversation, j'ai voulu pleurer, mais bon, c'est juste pour dire, oui, c'était des moments très difficiles où je me rappelle même que un moment, papa m'a appelé pour me dire, votre maman a fait une crise à cause d'une bêtise que j'ai faite. Et oui, mais bon, Dieu merci, je me suis très vite relevée et je pense qu'aujourd'hui, je suis leur fierté. Donc, voilà. Donc, on sent de ton parcours, au fait, que tu as toujours été très entourée. Et quelles sont les personnes qui t'ont le plus marqué? Alors, déjà, il y a mon père, parce que c'est mon mentor jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, il y a un oncle aussi, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Mais je pense que je dirais plutôt mon père. Parce que j'arrive pas à comprendre jusqu'à 73 ans. Le gars, il continue à travailler.
il a toujours réponse à tout. Ouais. Il n'y a rien que j'ai comme problème ou comme question qui soit pas en mesure de me répondre. Ouais. Il connaît, j'ai peur de dire qu'il connaît tout, mais le gars il connaît tout. Ouais. Comme je t'ai dit, ma mère elle vit en Belgique, ça fait depuis 2008, et mon père, où ma mère était supposée dormir, c'est rempli des bouquins. Donc lui il dort à gauche du lit et à sa droite, mais c'est rempli de bouquins. Ouais. Et il dit, il faut se mettre à jour tous les jours. Ouais. Et donc oui, je dirais que c'est la personne qui m'a marqué le plus et qui continue d'ailleurs à marquer le plus. Donc voilà. Ouais, magnifique, magnifique. Et est-ce que toi, tu dis que ton père c'est ton mentor, mais est-ce que toi-même aussi, tu t'es déjà mise Enfin, est-ce que tu es une mentor aussi pour d'autres femmes? J'aimerais dire oui. J'aimerais dire oui. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que j'ai un parcours qui est assez complexe aux yeux de certaines personnes. Même moi-même, parfois, je me dis que, est-ce que vraiment je pourrais me marier parce que je sais pas s'il y aura un homme qui pourra m'accepter avec toutes ces casquettes-là. Mais oui, peut-être que j'impacte la vie de quelqu'un quelque part. Et j'espère vraiment le faire parce que quelque part dans la vie, je pense qu'on doit être des modèles. Et donc oui, j'espère vraiment que je suis peut-être quelqu'un qui peut être un mentor dans les yeux de certaines personnes. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à la Josaphat d'il y a quelques années, la petite Josaphat en toi? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors, à la petite Josaphat, je dirais, regarde la grande Josaphat aujourd'hui. Dans mon entourage, on m'appelle Excellence. Pas parce que j'ai un poste ministériel, mais on m'appelle Excellence parce que je pense que quand je me décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout de la chose. Je n'arrête pas, je fais pas les choses à moitié. Et donc à cette Josaphat-là, je dirais, elle a été un peu crazy, mais elle a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et merci à elle. Et j'espère vraiment continuer à être cette femme que je suis supposée être et continuer à me challenger. Mais j'espère surtout qu'elle n'envie pas la personne que je suis aujourd'hui. Elle reste petite. Aujourd'hui, je suis grande. Donc voilà. Ouais. D'accord, donc on va la laisser faire ses bêtises. Voilà. Enjoy. De toute façon, ça va aller. Exactement. Ok. Exactement. Écoute, je vais te laisser conclure. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire librement? Alors, pour conclure, moi, je pense que en tant que femme, on est appelé à faire des grandes choses dans la société surtout. Je pense que après, je reste pragmatique, donc je pense qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'un homme peut faire et par rapport à ce que la femme peut faire. Je pense qu'on peut tous les deux faire la même chose. Mais il est juste question, c'est vrai, on n'en parle jamais, mais on ne voit pas des femmes maçons. Ouais, c'est ça. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas le faire. Mais c'est à nous, parfois même à Kinshasa, ici, quand on voit des taximens. La dernière fois, j'ai vu une dame en train de conduire un camion. Ok. J'avais jamais vu ça avant. Ouais. Mais c'est pour dire en fait que parfois nous-mêmes on se limite. Ouais. Il faut pas qu'on se limite, qu'on mette pas de barrière. Ce qu'on peut faire, faisons-le. Et même ce qu'on peut pas faire ou on pense qu'on peut pas faire, essayons quand même de le faire. Parce que je ne pense pas que
que Dieu ait eu à mettre une limite en fait. On est assez forte, on a cette motivation, mais il faut qu'on ait de la détermination. C'est la seule manière pour nous d'arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie de commencer à construire des maisons, ben je peux. Ça va juste peut-être me prendre du temps, j'arriverai peut-être pas à mettre le sac de ciment sur mon épaule. L'homme va peut-être en mettre 5 ou 2, moi je vais peut-être mettre un demi-sac, mais le plus important ce serait au finish d'être en mesure de construire. Et à la femme qui veut faire son business et tout ça, le plus important c'est de se dire, c'est d'avoir un bon fondement. Parce que lorsque tu construis un immeuble et que tu vois que c'est un peu penché, etc., parfois on a du mal à casser. Parce qu'on se dit, j'ai perdu de mon temps, j'ai perdu de mon argent, etc. Je ne veux pas forcément refaire tout à zéro. Mais je pense que lorsque le fondement, la fondation est mal solide, il faut casser, il faut tout refaire. Et donc, à cette femme qui a commencé ou qui veut commencer, ne sois pas pressée. Première chose, aie des bonnes bases. Aie des bonnes bases et prends le temps, justement, de commencer à construire. Et parfois, on peut se dire, j'ai fait une fondation qui va aller à 6, 10 niveaux. Mais parfois, toi, ton niveau, c'est peut-être juste un niveau. C'est quoi tes objectifs ? Parce que nous, parfois, on est là, on prend des décisions, on va sur quelque chose où c'est plus pour gagner. Mais non, il faut nourrir des familles, c'est-à-dire il faut aller mollo progressivement et prendre le temps de savoir le besoin. Parce qu'on ne va pas faire les choses juste pour nous, mais on les fait aussi pour les autres. C'est ça. Donc oui, je pense que c'est ça le plus important pour moi, c'est-à-dire avoir une bonne fondation et ensuite commencer à monter tout doucement et avec des personnes trustable, des personnes de confiance, des personnes qui te diront des vérités, même que tu ne veux pas entendre. Et puis voilà, et prendre le temps de beaucoup écouter, beaucoup écouter. Et je pense que le Congo, j'ai pas envie, je sais pas, j'espère qu'on va couper cette partie, mais que le Congo en fait, je pense pourra être mieux dirigé par une femme. Je pense que la femme sera en mesure de mieux tenir ce pays. Comme quoi, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Avoir une première femme à la tête du pays serait une bonne chose aussi. Je pense que nous, les femmes, les mamans, on sait un peu comment mieux gérer. Donc, voilà. On sait. Mais écoute, c'est un plaisir. Merci d'avoir cette conversation avec toi et puis je te souhaite beaucoup de succès pour Poussipay. Merci et beaucoup de succès à Club M. Merci. Merci.